Salut Internet, salut YouTube, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un écosystème particulier, comme je l'avais annoncé dans ma vidéo précédente, sur les grottes sous-marines de Méditerranée. Et en plus, comme on est confiné, quoi de mieux que de commencer par les grottes, qui est justement un écosystème confiné. Donc cette découverte d'écologie scientifique, elle va se faire sur plusieurs petites vidéos qui vont un peu aborder toutes les thématiques autour de cet écosystème. Et dans cette première vidéo, on va démarrer par une description de l'écosystème, le concept au niveau de l'écologie scientifique et également l'historique, la bibliographie scientifique sur le sujet, pour vraiment cerner ce que c'est qu'une grotte. Toutes les sources dans la description. Et même s'il existe des grottes dans les récifs coralliens, on va ici s'intéresser aux grottes de Méditerranée. Tout débute en France dans les années 50 à peu près, avec une description des milieux cavernicoles par Pérécy-Picard d'abord en 1949, puis Vasselet et Laborel, 1958 et 1959. En fait, les explorations grâce aux scaphandres autonomes ont permis seulement d'étudier l'entrée des grottes et un peu la partie semi-obscure avant d'entrer dans le gros du sujet. Et l'entrée des grottes est en fait un milieu plutôt abondant puisqu'il est quand même lié à la présence de lumière, ce qui n'est pas le cas des parties plus obscures à l'intérieur des grottes. En effet, par le passé, on avait découpé les grottes en trois parties. L'entrée, qui est un foisonnement de vie, la partie semi-obscure et la partie obscure. Pendant 25 ans, les recherches qui vont suivre vont vraiment s'appuyer sur l'étude de l'entrée et de la partie semi-obscure. En fait, les études vont être limitées par l'utilisation du scaphandre qui est relié à la surface et donc difficile d'entrer dans les grottes, dans le fond, pour aller voir ce qui s'y passe. Mais en fait, les deux premières parties, donc l'entrée et la partie semi-obscure, sont en total contraste avec ce qui se passe à l'intérieur et c'est là que tout devient incroyable. Il va falloir attendre 1985 pour voir arriver une étude référence sur le sujet écrite par Jean-Georges Armelin, une superstar de l'écologie marine, Pierre Vasseur et Jean Vasselet. Elle s'intitule « Les grottes sous-marines obscures, un milieu extrême et un remarquable biotope refuge ». Cette étude va donc s'intéresser à la partie obscure qui n'avait pas été étudiée depuis. Et elle va montrer à quel point ce milieu est en fait tout à fait exceptionnel. Elle représente en effet un milieu naturel en partie isolé des zones photiques productives, c'est-à-dire les zones avec de la lumière et donc plein de vie. C'est donc à l'écart des sources d'énergie et avec une forte compétition qui y règne que l'écosystème des grottes obscures perdure. Cette situation se retrouve seulement dans les écosystèmes profonds, et ça représente une énorme mine d'informations qu'on peut avoir à disposition. C'est-à-dire que la distribution verticale pour aller vers le profond se retrouve dans cette distribution horizontale dans les grottes, et donc c'est beaucoup plus accessible à l'homme, et en fait on peut trouver des analogies. Les deux systèmes, les grottes et le profond, je cite, comprennent des espèces reliques qui semblent y avoir trouvé un refuge contre les compétiteurs plus modernes des zones photiques. On y trouve un grand nombre d'espèces anciennes et de formes archaïques comme des éponges dites hypercalcifiées. Une forme qu'on pensait disparue depuis le Crétacé voire même le Jurassique. Ces éponges présentent en fait un renforcement du squelette minéral et sont les survivantes des premiers constructeurs de récifs qui sont dans le Paléozoïque, qui sont étalés dans le Paléozoïque, c'est-à-dire entre moins 543 et moins 252 millions d'années, c'est-à-dire l'ère primaire. En 1996, deux études vont enfin donner une description opérationnelle des grottes. En fait, on a besoin d'une description pour vraiment comprendre et cerner ce qu'on va étudier. Parce que sinon, c'est juste un trou, en fait, pas une grotte. Ces deux études, celle par Rilde et une autre par Bianchi et Hall, vont poser cette description. Une grotte sous-marine est une cavité d'origine variable, complètement ou partiellement immergée, accessible à l'homme, caractérisée par un rapport entre le volume moyen interne et la surface de l'ouverture supérieure à 1 et une largeur de l'ouverture qui ne doit pas dépasser la largeur moyenne à l'intérieur. Pendant des dizaines d'années, il va y avoir énormément d'études qui vont du coup se porter sur les grottes sous-marines de Méditerranée. Elles vont tenter de comprendre les paramètres qui influent la distribution des espèces. Il va y avoir Armelin, Vasselet et Vasseur en 85, on en a déjà parlé, Balduzzi et Hall 1989, Maury et Hall 94, Bussotti et Hall 2006 et plus récemment Radolovic et Hall 2015. Toutes les études pointent l'importance de la typologie de la grotte comme un premier paramètre limitant. En effet, la forme de la grotte, le nombre d'ouvertures qui va affecter les courants, le gradient de lumière ou même sa position géographique sont d'autant de paramètres qui vont influencer directement la distribution des espèces. Et la topographie des lieux va du coup avoir une conséquence notamment sur la température et la salinité. En effet, si le courant est très faible, les masses d'eau vont entrer et stagner à l'intérieur, de sorte qu'on va avoir en fait une grande différence de température, surtout en été, où l'eau à l'intérieur qui a stagné va chauffer. Et on va se retrouver avec des températures parfois montant jusqu'à 7 degrés de différence entre l'intérieur et l'extérieur.
La salinité, elle est aussi modifiée, mais cette fois par la composition des roches et par l'infiltration d'eau douce. Et là, dans ces endroits-là, on n'a pas trop de vie. Les grottes obscures présentent donc des conditions environnementales très originales, les facteurs clés étant l'absence de lumière et le confinement. Ce confinement va provoquer ce qu'on appelle une hyper-oligotrophie, c'est-à-dire une absence très importante d'apports nutritifs, mais également un isolement des espèces, comme nous actuellement. Le confinement est en fait très variable car on peut rencontrer des grottes avec peu de renouvellement d'eau versus des grottes avec des grands mouvements de va-et-vient à cause des différentes ouvertures. Vous l'aurez compris, tous ces paramètres ont de grandes répercussions sélectives par leur caractère extrême sur les peuplements, leur composition et la dynamique du vivant. Voilà pour cette petite vidéo d'introduction du concept et bibliographique sur l'historique des études. La prochaine vidéo portera sur la composition et la dynamique du monde vivant à l'intérieur de cet écosystème. N'oubliez pas que sur cette chaîne que commence la mer, ciao!